Bonsoir, Joshua Zarka. Bonsoir. Ambassadeur d'Israël en France. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes avec nous jusqu'à 20h pour répondre à toutes nos questions. Mais d'abord, vous le savez, vous en avez l'habitude désormais, c'est pas la première fois que vous venez. C'est l'heure de notre rendez-vous avec un membre de la cellule Vrai ou Faux. Ce soir, c'est Louis Augry qui est avec nous. Bonsoir Louis. Chaque jour, de nouvelles révélations sur l'implication de personnalités dans l'affaire Epstein, y compris en France. Jack Lang, un ancien diplomate. Mais avec vous, Louis, on va revenir ce soir sur les risques de mal interpréter des affirmations qui sont dans ces fichiers. On va vous donner quelques exemples. Plusieurs noms sont cités. Et pourtant, ils n'ont rien à voir avec le pédocriminel. Exactement, on le répète en fait depuis le début des révélations sur ces dossiers Epstein, et on va continuer de le faire. Être mentionné ne veut pas dire être impliqué dans les crimes du milliardaire. Les Epstein Files, ce sont des millions de documents, de correspondances, de mails, où on peut trouver à peu près tout ce qu'on veut, y compris le nom de certaines personnalités qui n'avaient absolument rien demandé. C'est le cas par exemple de nombreux artistes. Alors nous, on est allé chercher un petit peu dans ces Epstein Files, et il y a notamment les Daft Punk qui sont mentionnés de nombreuses fois. Alors pourquoi les Daft Punk ? Tout simplement parce que Jeffrey Epstein, il était abonné à plusieurs newsletters de radio qui lui envoyaient régulièrement toutes les sorties, et effectivement, en 2012-2013, les Daft Punk étaient régulièrement programmés en radio. Un autre exemple, plus proche de nous, des journalistes. Boris Mananti est journaliste au Nouvel Obs. Il y a quelques jours, il a publié cet article. Comment mon nom s'est retrouvé dans les dossiers Epstein. Ce sont ses collègues qui l'ont prévenu. Il faut avouer que ça peut faire tout drôle. La raison derrière ça, c'est ce mail où Jeffrey Epstein transfère en fait un article écrit par Boris Mananti en 2011. C'était sur la surveillance des réseaux sociaux par la CIA. Un article considéré comme intéressant par le milliardaire. Boris Mananti, lui, il explique qu'il se serait bien passé de cette expérience assez particulière d'avoir son nom accolé au scandale Epstein. Effectivement, en France, toujours, il y a l'exemple d'une ancienne Miss France, alors là, qui fait froid dans le dos. Oui, celui de Flora Coquerel, Miss France 2014. Son nom est cité une fois dans un mail qui a été adressé à Jeffrey Epstein de la part de Daniel Siad. C'est un agent de mannequin qui est aujourd'hui soupçonné d'avoir été rabatteur, recruteur de jeunes filles pour le milliardaire. Dans ce mail terrible, il évoque Flora Coquerel en ces termes. Elle est encore à l'école, elle a 20 ans, elle a été Miss France 2014. Dites-moi ce que vous en pensez. Clairement, ici, on comprend que Flora Coquerel a été la cible des réseaux de proxénétisme de Jeffrey Epstein, qu'elle lui a été proposée finalement. Elle a depuis réagi sur ses réseaux sociaux. Elle s'est dite choquée, indignée d'être mentionnée. Et surtout, elle assure n'avoir jamais eu le moindre contact avec le milliardaire. Et on termine, Louis, avec un exemple peut-être un peu plus léger. Oui, un exemple qui montre surtout à quel point on trouve vraiment tout et n'importe quoi dans ces dossiers Epstein, même des recommandations d'adresses en Île-de-France. On le sait, Jeffrey Epstein était régulièrement de passage en région parisienne, et c'est comme ça qu'une boulangerie des Hauts-de-Seine s'est retrouvée citée dans un mail nommé Best Bread in Paris, où Jeffrey Epstein demande clairement à un interlocuteur où trouver la meilleure baguette dans le coin. Interrogé par nos confrères d'Actu Paris, le boulanger en question dit que ça ne lui plaît pas beaucoup d'être associé à ce criminel. Bref, vous avez compris, des révélations importantes dans les dossiers Epstein, c'est pas ce qui manque, mais attention à bien comprendre l'immensité de toutes les données que ça représente et à essayer de vérifier à chaque fois la raison derrière certaines de ces mentions. Merci, cher Louis Augry, pour cet effort de pédagogie. Et je Merci rappelle qu'on à a vous. rendez-vous tous les samedis avec toute l'équipe de Vrai ou Tout Faux. à fait, à midi. À midi, Merci. sur France Info TV. Joshua Zarka, qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette affaire Epstein, vous qui êtes un haut diplomate? Il y a un certain nombre de diplomates qui ont été mis en cause. C'est horrible. C'est révoltant. C'est la façon dont il traitait les femmes, les jeunes filles. Franchement, ça me dégoûte. C'est tout ce que je peux dire à ce sujet. Ça me dégoûte. Il avait le profil d'un homme d'influence, d'un homme qui aurait pu être instrumentalisé par des puissances étrangères, d'un espion. On voit tout un tas de théories fleurir. Je vois où vous allez. Non. Oui, mais peut-être. J'ai lu toutes les théories à ce sujet. Était-il un espion? Était-il un espion du Mossad, etc. C'est ridicule. Il y a des théories, il y a tout un tas de théories. Il y a toutes les théories, effectivement. Il y a l'espion du Mossad, il y a aussi des théories sur la Russie. Enfin, voilà, il y a tout un tas de théories. Mais pour vous, il n'avait pas forcément le profil d'un Pour moi, il avait le d'influence. profil de quelqu'un qui était un pédocriminel. C'est simple. Et qui avait des amis qui le suivaient. C'est horrible.
Josué Zerka, on a envie de vous entendre ce soir sur cette polémique qui est née des propos de la rapporteuse spéciale de l'ONU pour les territoires palestiniens, l'italienne Francesca Albanese, qui est accusée d'avoir tenu des propos antisémites. Elle nie, elle assure que ces propos ont été tronqués. Interpellée hier à l'Assemblée par la députée Caroline Yadan, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a réclamé sa démission. La France condamne sans aucune réserve les propos outranciers et coupables de Madame Francesca Albanese, qui visent non pas le gouvernement israélien, qu'il est permis, Madame la députée, de critiquer, dont il est permis de critiquer la politique, mais Israël en tant que peuple et en tant que nation, ce qui est absolument inacceptable. Ces provocations n'appellent qu'une seule réponse, sa démission. Comment vous réagissez à cette prise de parole ? Bravo, c'est ce qu'il faut faire et j'espère que d'autres pays européens vont suivre l'exemple de la France. Elle se défend, elle, en disant que ses propos ont été tronqués. Vous savez, avant de venir, je savais qu'on allait discuter de ce sujet. J'imaginais qu'on allait discuter de ce sujet. Et j'ai revu toute la vidéo pas la vidéo qui est coupée. Parce que on a tendance, comme vous avez fait maintenant avec les propos du ministre des Affaires étrangères, de couper pour raccourcir la vidéo. Et je l'ai vue en entier. Elle dit d'une façon très claire, il est clair qu'il y a un ennemi. Bon, vous savez, ceux qui comprennent ce qui est dit généralement, il est clair maintenant que l'humanité a un ennemi. Elle veut dire en parlant d'Israël. Alors là, j'ai deux conclusions. Une des deux conclusions. Ou bien elle ne sait pas parler comme il le faut et s'exprimer comme il le faut. Et là, ça pourrait expliquer énormément de choses qu'elle a dit auparavant, mais pourquoi était-elle un rapporteur ? Ou bien elle ment. J'ai tendance à penser que c'est la seconde option. Mais elle ne dit pas qu'il faut considérer Israël comme l'ennemi de l'humanité. Elle ne le dit pas comme ça. Essayez, si vous voulez, mettez vous voulez qu'on regarde ces propos toute la vidéo, dans leur pas celle qui est intégralité coupée. Elle parle d'Israël. Et quand elle dit, au lieu d'attaquer Israël, etc., des pays l'ont aidé, etc. Et maintenant, on comprend que l'humanité a un ennemi. Voilà. Et elle, ce qu'elle dit, c'est que ce qu'elle désigne comme ennemi dans son propos, c'est le système. Alors le système financier, politique, médiatique, qui a permis, selon elle, le génocide à Gaza. Et elle dit, voilà, mes propos ont été tronqués, je n'ai pas dit... Je comprends qu'elle dit cela, et j'ai essayé de voir encore une fois la vidéo, après son explication, pour voir si effectivement ça pouvait être compris. On pouvait comprendre de cette manière. Et là, je pense qu'elle a un gros problème d'expression. D'expression, voilà, excusez-moi. D'expression, parce que si elle n'arrive pas à dire les choses d'une façon claire, ça veut dire que, ou bien elle a un niveau intellectuel qui n'est pas suffisant pour être rapporteur, ou bien, encore une fois, elle ment. Il y a deux options là. Est-ce que la démarche française, qui est suivie aussi par les Allemands, manifestement, demandant à ce qu'elle parte, c'est quelque chose auquel vous croyez, ou vous pensez que c'est un acte symbolique qui peut faire bien dans le tableau, mais pas plus? Vous savez, c'est important que des gens qui font des choses comme cela et qui disent des choses comme cela partent, n'aient pas de poste. Vous pensez que ça peut être suivi des faits? Oui, je pense que oui. Ça m'étonnerait que, franchement, on a vu juste maintenant, avant de rentrer, je vois la réaction d'Amnesty International, de la directrice d'Amnesty International, qui donne le soutien complet à Francesca Albanese, ça ne m'étonne pas non plus. Et je dirais que le secrétaire général de l'ONU n'a pas tendance à prendre de bonnes décisions dernièrement. On l'a vu donner exprimer sa joie pour le jour de la révolution iranienne. Alors donc, je ne sais pas s'il prend de bonnes décisions ces derniers temps. Est-ce que la prise de position de Jean-Noël Barrot peut contribuer à un certain réchauffement des relations diplomatiques entre la France et Israël? On a eu l'occasion de vous recevoir sur ce plateau, justement, au sujet des difficultés. Ça a été difficile ces derniers mois, notamment avec la reconnaissance par la France de l'État palestinien. Est-ce que ce genre de prise de position peut contribuer à une certaine amélioration? Il y a une vraie volonté des deux côtés d'essayer de réchauffer les relations, de les remettre sur le bon chemin. Je peux vous dire qu'une grande partie de ma journée est consacrée à ce sujet. Ça va prendre du temps. Il y a une crise de confiance qu'on essaie de régler, de remettre, de rétablir, la confiance qu'on essaie de rétablir, bien sûr. Et ça aide, bien sûr, ça aide.
Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, était hier à Washington. Il a été reçu par le président Trump qui déclare ce soir, Donald Trump, qu'il pense que les conditions sont là pour parvenir à un bon accord, ce sont ses termes, avec l'Iran. Votre réaction ce soir? Vous savez, ce que nous voulons, vraiment le résultat que nous voudrions avoir, quel que soit l'outil qui est utilisé, c'est un bon accord, un bon résultat, c'est-à-dire la fin totale du programme nucléaire iranien, c'est-à-dire que les Iraniens renoncent complètement à la capacité d'avoir une arme nucléaire, et ensuite qu'ils renoncent aussi à la capacité de menacer l'État d'Israël avec des missiles balistiques de longue portée. Et bien sûr, le fait que l'Iran arrête de déstabiliser la région en finançant les terroristes comme le Hezbollah, comme les milices chiites en Irak, comme les Houthis, etc. Si c'est faisable avec la diplomatie, c'est extraordinaire, c'est magnifique. Parce que vous savez, c'est nous qui avons reçu des centaines de missiles iraniens. Et bien sûr qu'on préférait que cela se fasse sans une guerre. Seulement, je pense que... Je termine simplement. Je pense que ce qu'a fait le président, c'est, vous savez, l'analogie du film Le Parrain. Il a mis la tête du cheval dans le lit de Khomeini. Et maintenant, il lui fait une proposition qu'il est difficile à refuser. Alors, est-ce que vous avez confiance? Parce qu'on a l'impression, si on veut suivre ce qui s'est passé ces derniers jours, on a l'impression qu'il y a des moments où les États-Unis étaient à la manœuvre en voulant s'attaquer à l'Iran et que les Israéliens pensaient que c'était peut-être pas le moment. Et on a l'impression maintenant que les États-Unis veulent avoir la paix en clair en signant un accord et que c'est vous, pas vous spécialement, mais que les Israéliens considèrent que finalement il va faire un accord et que vos missiles balistiques ils ne seront pas. Et c'est quoi l'état d'esprit des Israéliens? C'est d'avoir confiance en Trump? D'abord, je pense que Trump a prouvé il a prouvé son amitié, ses pensées envers Israël, sa politique envers Israël, et donc on peut lui faire confiance. Il est clair que le Premier ministre Netanyahou et le président Trump ont d'excellentes relations et des relations de confiance. Ça, il n'y en a aucun doute. L'état d'esprit, c'est que nous voulons vraiment vivre en paix dans notre région. Je sais, je le répète assez souvent, et des fois il y a des gens qui ont des difficultés à le croire. Nous voulons simplement vivre en paix avec dans notre région, et nous voulons que les Iraniens arrêtent d'essayer de nous tuer. Et comme nous savons très bien que ce régime n'arrêtera jamais d'essayer, on veut leur empêcher d'avoir les capacités de le faire, c'est-à-dire missiles balistiques, nucléaires et déstabilisation régionale, c'est-à-dire à un moment des proxys. C'est simple, vraiment, c'est notre état d'esprit. Oui. Et nous voudrions ça sans avoir à faire la guerre. Oui, mais si Trump, lui, veut avoir ça sans avoir à faire la guerre, en se fichant un peu des missiles balistiques, pour parler vulgairement, c'est en considérant qu'il y a des choses qui l'intéressent lui et qu'il ne va pas les frapper, vous serez absolument, dans ce cas-là, obligé de faire quelque chose. Ce sera une décision que le Premier ministre et le gouvernement israélien devront prendre. Et l'opinion israélienne est dans quel état d'esprit vis-à-vis de ça? Parce que l'opinion française... L'opinion israélienne est dans... Excusez-moi. Non, je veux dire qu'il y a une espèce de non-dit en France et dans les pays européens qui est tout le monde rêve que ce soit les États-Unis, soit les Israéliens qui fassent quelque chose, mais personne ne le dit ouvertement. Oui, c'est la même chose au Moyen-Orient. Nos voisins, tout le monde rêve qu'on débarrasse enfin le Moyen-Orient du fléau iranien, mais personne ne le dit ouvertement. Bien au contraire, tout le monde dit non, dans aucun cas de guerre. Vous savez, c'est simple. Nous voulons vraiment qu'il n'y ait pas ces possibilités. Il y a deux options aujourd'hui. L'option des négociations et l'option de l'utilisation de la force militaire. Il faut dire que si on regarde le passé, si on regarde, disons, ce qu'ont fait les Iraniens jusqu'à présent, ils ont à chaque fois qu'ils étaient présentés avec une option d'avoir un accord qui était un bon accord, mais qui les forçait à renoncer à certaines choses, ils ont refusé. Alors, en 2022, par exemple, quand je gérais le dossier iranien, les aspects diplomatiques du dossier iranien en Israël, les Américains, l'administration de Biden avait proposé un accord qui laissait entre les mains des Iraniens l'enrichissement des stocks d'uranium enrichi à certains niveaux, etc., qui ne touchait pas, bien sûr, les missiles, qui ne touchait pas la déstabilisation. Et je me rappelle, à l'époque, pour nous, c'était un très mauvais accord.
Si les Iraniens avaient accepté cet accord aujourd'hui, ils auraient une infrastructure nucléaire énorme. Et ils l'ont rejeté. Ils l'ont rejeté parce qu'ils sont... Je pense qu'il y a cette mentalité, ils sont incapables d'accepter qu'on les force à faire certaines choses, même si c'est pour leur propre bien. Vous avez parlé d'une proposition qui a été faite à Donald Trump, qui a été faite par Donald Trump aux Iraniens. Non, Une c'était pas proposition Biden. difficile à refuser. Ah non, là c'est autre chose. C'est une négociation. Le président Trump a dit, négociez avec nous. On veut que la question nucléaire et la question des missiles soient négociées. Et les Iraniens ont dit non. Les missiles, on ne touche pas. Le nucléaire, on enrichit. Et je pense que le président Trump a dit d'une façon très claire ce qu'il veut faire. Et il a la tête du cheval dans ce cas-là. C'est le Beautiful Armada, en utilisant ces mots. C'est la menace de bombardement. C'est la flotte qu'il a amenée dans la région. Est-ce qu'Israël est prêt à intervenir militairement aux côtés des États-Unis? Ça sera une décision qui sera prise par le Premier ministre et par le gouvernement israélien. L'argument qui est de dire que peut-être si les États-Unis ne veulent pas intervenir, c'est qu'on ne sait pas quel sera l'après et qu'il y a plus de risques à déstabiliser une région qui est déjà particulière, sauf si on a un plan B. C'est-à-dire, franchement, c'est une question je pense naïve. Je pense que c'est surtout la volonté de trouver une solution sans utiliser l'option militaire. Donc vous croyez vraiment que l'Iran peut là renoncer à l'arme nucléaire et aux missiles? C'est autre chose. Je pense que le président Trump veut vraiment trouver une solution en utilisant les moyens diplomatiques. Je ne pense pas que l'Iran acceptera. Sur les missiles. Donc il n'y a pas d'accord possible. Vous m'avez demandé ce que voulait faire le président américain de mon point de vue. De mon point de vue, il veut vraiment trouver une solution diplomatique. Maintenant, si vous me demandez est-ce que je pense qu'une solution diplomatique pourrait être trouvée, je vous expliquer pourquoi. Vous dites non. Les Iraniens ont jusqu'à présent choisi toujours les mauvaises options. Et je pense qu'il y a peu de chances que cette fois-ci, ce soit différent. Et des renseignements qu'on peut avoir de l'intérieur dans l'Iran, est-ce qu'il y a... Pourquoi, on s'explique difficilement, pourquoi dans un pays aussi cultivé, qui quand même pas avec un niveau de pauvreté peut-être, un pays extraordinaire. Mais un pays extraordinaire, comment il n'y a pas une levée d'une opposition ou d'une alternative? Parce qu'ils les ont tous tués. Mais parce qu'ils les ont tous tués. Vous savez, il y a 4 ans, certaines organisations internationales avaient vérifié combien de temps ça prenait pour les gardiens de la Révolution d'arriver à un téléphone qui publiait quelque chose de négatif pour le régime. Ça mettait 15 minutes, il y a 4 ans. Ils ont tous mis en prison et les ont tous tués. Vous avez des informations sur le bilan du massacre du 8 et 9 janvier? On parle de plus de 30 000 personnes qui ont été massacrées, qui ont été tuées. Et bien sûr, des centaines de milliers de personnes blessées. Vous avez regretté qu'il n'y ait pas d'intervention américaine? Donald Trump avait dit aux manifestants, allez-y, l'aide est en cours, l'aide arrive. Et finalement, ils ont été lâchés. D'abord, ce qui arrive au peuple iranien est terrible. C'est un peuple ami au peuple israélien, même si ce n'était pas un peuple ami au peuple israélien. C'est terrible ce qui leur arrive. Mais ce sont des amis, c'est un peuple qui veut vraiment vivre en paix avec nous. Est-ce que je regrette le fait que ce régime soit encore en place? Bien sûr. Et donc, si ce régime était tombé il y a longtemps, le Moyen-Orient entier se sentirait mieux. Et est-ce qu'il faut aider les Iraniens à faire tomber ce régime? C'est encore une fois une décision qui doit être prise par le Premier ministre et par le président Trump. La situation dans la bande de Gaza, malgré le cessez-le-feu en octobre dernier, plus de 500 Palestiniens ont été tués d'après un bilan du ministère de la Santé du Hamas. Est-ce que le cessez-le-feu est vraiment en application aujourd'hui dans la bande de Gaza ou pas? Vous savez, le cessez-le-feu n'est pas vraiment en application par le Hamas. Le Hamas essaie d'une façon assez régulière de se réorganiser. Il ne s'est pas désarmé. C'est clair, il annonce qu'il n'a aucune intention de se désarmer. Pour lui, il continue à utiliser les armes, il continue à essayer d'attaquer Israël. C'est retour à la case départ? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, c'est pas du tout le cas. La guerre, comme elle a lieu, est terminée. Ça, c'est clair. Mais il est clair que si le Hamas essaye, encore une fois, de se réorganiser et de tirer sur nos soldats, nous prendrons l'initiative et on ne les laissera pas faire.
Comment vous voyez les semaines qui viennent ou les mois qui viennent justement dans la bande de Gaza? Alors, Il y a plus de, le dernier otage mort, enfin la restitution d'un corps a été opérée. Ouais. C'est quoi le calendrier? C'est quoi? le calendrier, qu'on il est peut complètement espérer? dépassé. Vous savez, ce qui est terrible, c'est que ce calendrier est totalement dépassé. Il y avait un accord. L'accord était très, très clair. La première étape, c'était la libération de nos otages et le redéploiement des forces israéliennes sur la ligne jaune. Le redéploiement de ces forces israéliennes sur la ligne jaune a eu lieu le même jour. Ensuite, nous avons eu la libération de nos otages après un certain temps, mais comme vous le dites, la dernière dépouille est arrivée et enfin, nous pouvons commencer la guérison nationale dont nous en avons tant besoin. Mais il devait, avec cela, avoir aussi un troisième élément qui était le désarmement complet du Hamas. Et là, ils ont décidé de ne pas le faire. Eh bien qu'ils avaient, eux, accepté cet accord. Hein, ce n'est pas un accord qui leur a été imposé. C'est imposé, bien sûr, c'était la guerre. Mais ils auraient pu dire non. Ils ont accepté l'accord. Alors vous considérez qu'ils ont gagné du temps? Ah oui, tout à fait, c'est ce qu'ils font. Ils gagnent du temps et ils se renforcent, ils se réorganisent. Et ils se réorganisent aujourd'hui comme la force qui contrôle la bande de Gaza. C'est la partie interne de la ligne jaune de la bande de Gaza. Et on les voit tuer les Palestiniens de leurs propres armes. Israël a toujours dit que, en particulier après le 7 octobre, il lui était impensable de laisser un Hamas armé à ses frontières. Qu'est-ce que vous allez faire si vous constatez qu'effectivement le Hamas se réarme? Comme je le disais auparavant, d'abord, s'il commence à devenir une menace contre Israël, on sera bien obligé de prendre action. Mais nous ne voulons pas, la dernière chose qu'Israël veut, c'est de reprendre la guerre comme elle était. Et donc, la communauté internationale a un rôle important à jouer. Cette même communauté internationale qui, d'une façon presque unanime, a dit oui, le Hamas doit être désarmé. Que des Qataris jusqu'à la France et des Saoudiens jusqu'à je ne sais pas qui encore, les Turcs, tout le monde a dit que le Hamas devait être désarmé. Et donc, c'est à ces pays qui ont une influence sur le Hamas de faire pression afin que ceux-ci se désarment. Josué Zerka, demain, cela fera 20 ans, jour pour jour, qu'Ilan Halimi a été enlevé, séquestré, torturé à mort parce qu'il était juif. Un crime antisémite qui avait bouleversé la France à l'époque. Ces derniers mois, plusieurs arbres plantés en sa mémoire ont été vandalisés. Emmanuel Macron va planter demain un chêne dans le jardin de l'Élysée. 20 ans après, on a régressé, estime le président du CRIF. C'est également votre... Un olivier. Un olivier. Un olivier. C'est un crime horrible. C'était la prise de conscience, je pense, pour la communauté juive en France et pour Israël aussi. Un acte d'antisémitisme le plus barbare possible. D'ailleurs, par des gens qui s'appelaient les barbares, qui avaient pour but simplement de tuer du juif. C'était l'ouverture de la chasse aux Juifs qui avait commencé malheureusement à cette époque et qui est beaucoup plus renforcée ces derniers temps. Les derniers chiffres là ont été communiqués par le ministère de l'Intérieur il y a quelques jours. 1320 actes antisémites enregistrés en France l'an dernier. C'est en baisse par rapport à 2024 de 16%. On peut s'en réjouir, mais il reste 2 à 3 fois plus élevé qu'avant. Le 7 octobre 2023. Vous préférez voir le positif, les moins 16% Vous savez, après la Deuxième Guerre mondiale et pendant de longues années, il y avait ce sentiment, en tout cas parmi les Juifs, que l'antisémitisme, au niveau où ils étaient dans les années 30 du siècle dernier, n'allait pas reprendre. C'était terrible. L'humanité avait compris que des choses comme cela ne pouvaient plus arriver. Et ensuite est arrivé l'antisémitisme. Le 7 octobre, quand le jour où même nous avons été tués, attaqués, violés, brûlés, des gens étaient dans les rues de Paris, de New York, de Londres, Sydney et d'autres grandes villes à travers le monde et criaient mort aux Juifs. C'était le jour même, 3 semaines avant l'offensive israélienne à Gaza. C'est parce que vous savez, on avait espéré que l'antisémitisme disparaisse. Malheureusement, c'est une maladie de l'humanité qui a toujours été là, qui est là aujourd'hui. Et personnellement, malheureusement, je pense qu'il sera toujours là. Merci beaucoup. Désolée de terminer avec cette note pas très encourageante. Merci beaucoup, Josué Zerka, d'avoir été notre invité ce soir, ambassadeur d'Israël en France. Merci Nathalie, à bientôt.